Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 15 d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. Je suis très heureux de vous retrouver après cette semaine intense pour les fans du Thunder. Il y a pas mal de choses qui arrivent ces temps-ci avec la draft et la free agency qui arrive à grands pas. Vous venez d'écouter la nouvelle intro du podcast, qui risque d'ailleurs de changer si Chris Paul est tradé dans les prochains jours, donc j'aurais fait ça pour rien, c'est pas très grave. Gros programme aujourd'hui avec une partie sur le nouveau coach d'OKC, Mark Daigneault ou Mark Daigneault en français, on verra comment on le dit. Et ensuite une preview de la draft qui est maintenant dans quelques jours. Avec moi d'abord mon acolyte de toujours sur le compte @WeAreThunder. Constant, comment ça va? Salut, ça va super bien et toi? Très 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 bien. Et avec nous Constant aujourd'hui, on a la star du scouting, l'homme le plus demandé du podcast le game. Zach Lowe français. C'est Alan d'Envergure et de Dunk Hebdo. Comment ça va, Alan? J'étais obligé de venir te voir, non? T'étais un peu obligé avant la draft. J'étais obligé, merci les gars, merci beaucoup. Donc du lourd avec moi pour ce podcast et on a un gros programme, donc on va commencer tout de suite et on va parler du coup de Mark Daigneault, le nouveau coach du Thunder. Ça va être très chiant cette prononciation, je le dis, mais on va essayer de s'y tenir. Donc après une longue attente, c'est lui qui a été choisi pour remplacer Billy Donovan. Alors pour le présenter très rapidement, ce n'est pas un ancien joueur d'abord. Il a été assistant sous Billy Donovan à Florida à l'époque, engagé par le Thunder en 2014, donc un an avant Billy Donovan ou 2 ans, pour coacher la G-League d'abord, puis quand Billy Donovan a été nommé head coach, il est devenu assistant pour lui. Donc c'est une promotion interne, donc pas forcément ce dont on était le plus fan. C'est d'ailleurs le premier coach qui a coaché une équipe de G-League dans une franchise pour ensuite devenir le coach principal de cette même franchise. Nick Nurse a eu un peu un parcours pareil, mais c'était pas dans les mêmes franchises, donc je crois que ça compte pas. Plusieurs tips avant de commencer un petit peu sur lui. Pas mal de joueurs se sont montrés contents de sa nomination, notamment les jeunes. Il y a eu Bazley et Dort qui ont mis des trucs sur Instagram ou sur Twitter si vous les suivez. Il apparaît comme très proche des joueurs, c'est d'ailleurs sa philosophie qu'il a développée, il aime connaître les personnes plus que les joueurs, etc. C'est un bon coach de développement de ce qui est ressorti, notamment avec son passage en G-League, qui va aider à faire progresser les jeunes. Il a un très fort côté éducateur, d'ailleurs je crois que dans sa famille ils ont tous été un petit peu entraîneurs, éducateurs. Et ensuite il avait déjà pas mal de responsabilités justement dans le développement des jeunes joueurs dans la franchise et dans le développement des coachs, donc Presti a décidé de lui faire confiance et de valoriser encore une fois tout ce cursus au sein du Thunder. Constant, un petit peu ton avis toi sur cette nomination, je sais que t'es pas forcément fan. Juste si on peut rajouter un truc à son CV avant que je donne mon avis, c'est aussi lui qui s'est chargé du développement de Bradley Beal quand Bradley Beal était à Florida. Et de son scouting aussi, ouais. Et de son scouting, donc on peut dire qu'il a fait un boulot plutôt intéressant. Non, mon avis sur la nomination de Mark Daigneault, c'est que je pense que toi comme moi, on était surpris de voir que ce soit lui qui soit nommé coach. Je pense que petit à petit, on s'était résigné au fait qu'on allait avoir une promotion en interne, vu le peu de news qu'on avait sur des coachs externes. On est passé pas loin du pire, parce que ça aurait pu être Brian Keefe, qui là, pour le coup, aurait vraiment été gênant. Après, je suis pas convaincu, mais en fait, tout le problème, c'est que va falloir lui laisser du temps, et que pour l'instant, on peut pas le juger. Le profil que t'as fait de lui est intéressant, parce que c'est un coach qui s'est chargé du développement des joueurs et qui va se charger de développer les jeunes. Donc ça, c'est bien pour une reconstruction. Après, tactiquement, j'ai pas l'impression que ce soit la folie. Donc c'est ça qui me pose un peu problème pour l'instant, mais on verra bien. Tactiquement, pour rebondir justement, lui, quand il a pas dit grand-chose dans ses interviews d'introduction, il a parlé plutôt de space and pace, donc un peu comme Billy Donovan, du spacing et courir, ce qui sera intéressant avec des jeunes et vu l'équipe qu'on risque d'avoir si Chris Paul s'en va, bien entendu. Ouais, au niveau de philosophie, on va attendre de voir parce qu'au final on sait pas trop, mais il a été beaucoup sous Billy Donovan, donc ça c'est pas forcément pour les playoffs, etc., qui arriveront peut-être dans le futur, c'est pas forcément positif, mais je pense, et ce qui est d'ailleurs ce qu'a souligné Presti, il a une bonne expérience en G, il a coaché pas mal de matchs en tant qu'head coach, du coup, et je pense qu'il va grandir avec l'équipe, donc il y aura sûrement des erreurs, il y aura pas mal de choses, mais lui aussi, il est dans un processus de formation, puisque ça va être le deuxième coach le plus jeune de la NBA, avec seulement Ryan Saunders, je crois, qui est plus jeune. Je crois qu'il a le même âge que Chris Paul, en gros, Mark Daigneault, donc ça sera intéressant de voir comment il évolue et ce qu'il propose. Alan, toi, d'un point de vue extérieur, qu'est-ce que tu attendais un peu de cette nomination en tant que coach, et qu'est-ce que tu penses peut-être de cette signature, même si c'est pas forcément un coach très connu et que t'as pas forcément un avis développé? Ouais, bon, on en parlait souvent toi et moi, je te disais alors, ça dit, c'est quoi les rumeurs un peu, je sais qu'on parlait pas mal d'Atkinson avant que
pas qu'il décline le fait d'être intéressé, mais avant qu'il aille voir ailleurs. Donc, moi, je pense que ça signifie simplement que voilà, on va entamer le processus de reconstruction et de développement de la prochaine grosse ossature qui permettra d'aller à OKC loin en playoff. Je pense que la reconstruction va être là. Moi, je pense que la saison qui vient de se terminer, 2019-2020, c'était une super belle parenthèse. Ça a plu. En même temps, ça a maximisé l'effectif que tu avais parce que tu avais quand même des vrais bons joueurs. Mais je pense que voilà, à terme, il fallait un peu entamer ce processus de reconstruction. Et c'est vrai que les coachs qui ont fait de la G-League et sont assez à la mode. Même Indiana en a pris un. L'ancien assistant à Toronto qui était un ancien coach en G-League aussi. Donc, comme les liens entre G-League et équipe NBA sont de plus en plus, plus en plus importants, il y a de plus en plus d'échanges entre les coaching staff, je pense que c'est la suite logique. Je te rejoins. En plus, je sais pas si j'ai donné mon avis, mais moi, je suis un peu comme Constant. Sur Kiff, j'étais pas forcément chaud et j'étais agréablement surpris que ça soit lui qui soit nommé dans une promotion interne. Donc ça, c'est un bon point. Et comme tu l'as dit, Alan, moi, j'apprécie bien le fait qu'il était déjà dans G-League, qu'il connaît très bien l'organisation, qui, du coup, a peut-être un esprit un peu critique sur ce qui aurait pu être fait de mieux ou moins bien. Enfin, voilà, qui aurait pu être changé, en tout cas. Donc ça, pour moi, c'est assez intéressant. Bah, en fait, le truc qui me donne espoir, en tout cas, ou qui rend le profil intéressant, c'est d'imaginer son profil un peu à la Nick Nurse, où Nick Nurse, comme tu l'as dit, vient de G-League aussi, et lui, pour le coup, même si c'était un coach dont peu de gens avaient entendu parler, au moment de sa nomination, il n'a pas eu peur de révolutionner le jeu de Toronto et de faire que, aujourd'hui, Toronto est à des années-lumière du jeu qui était proposé par Dwayne Casey. Alors, peut-être pas que Mark Daigneault fera une révolution aussi incroyable d'OKC, mais en tout cas, on peut se dire que c'est un coach qui, du fait du processus de reconstruction, aura quelques années pour se faire les dents au niveau du coaching, et au moment où on commencera à devenir vraiment intéressant, sera un coach aguerri avec une vraie vision de jeu et qui aura pas peur de prendre des choix, enfin de faire des choix importants. C'est ça, un peu, ouais, comme j'ai dit, grandir en même temps que la franchise. Après, c'est peut-être sur ça qu'on a le plus de doutes, et je sais pas ce que t'en penses toi, Alan, mais nous, avec Constant, on attendait beaucoup d'un coach qui ait une philosophie offensive, notamment un peu différente, un peu innovante. Tu vois, un peu comme toi tu as avec Stevens à Boston, un peu comme il y a Spoelstra a pu mettre en place à Miami, ou l'exemple de Toronto comme a pu dire Constant. Et sur ce coach-là, on n'a pas forcément cette certitude-là encore, il va falloir attendre. Est-ce que tu penses, toi, que c'est important d'avoir ce coach-là dans le futur, notamment avec l'évolution du jeu, avec les profils qu'il y a à OKC aussi? Par exemple, un Bazley peut pas évoluer de manière complètement académique à l'ancienne, j'ai envie de dire. Après, je pense que c'est peut-être que vous n'êtes pas hyper fan de ces schémas offensifs parce que est-ce que vous l'associez avec ce qu'a fait Donovan dans les années précédentes? Peut-être qu'il a une philosophie différente. En fait, je pense que vous allez être soit positivement, soit négativement surpris en fait. Peut-être c'est le cliché, mais il est jeune, il a fait de la G-League, il est peut-être proche de ce qui se fait en termes d'analytics et tout ça, donc il devrait peut-être faire plus de choses différentes que ce que faisait Donovan. Donovan, moi j'avais surtout l'impression que c'était un coach de développement? Non, un mec qui voulait gagner en fait, comment on appelle ça, comme Nate McMillan du côté d'Indiana, il tentait pas énormément de choses, il mettait les meilleurs joueurs sur le terrain dans des positions préférentielles pour gagner. Il était pas dans la créativité, on l'a même vu dans les playoffs, j'en parlais beaucoup avec Pierre quand on échangeait, je disais mais sortez Adams parce que genre c'est pas possible. Moi je suis pas que je l'aurais bench, mais je l'aurais pas beaucoup fait jouer contre Houston au fur et à mesure de la série. Je pense que voilà, Donovan c'est plus un mec qui mettait les meilleurs joueurs sur le terrain, qu'importe peut-être le fit et les schémas offensifs. Peut-être qu'avec le nouveau coach ça pourrait être un peu différent et surtout avec les jeunes, de toute façon il y a peut-être moins de pression du résultat, il pourra tenter plus de choses et varier un petit peu les schémas. Bah, de toute façon, il va arriver dans une situation dans laquelle n'a jamais été Billy Donovan, puisque lui, il n'aura pas l'obligation de gagner. Justement, je pense que là où on jugeait Billy Donovan sur les résultats, Mark Daigneault, on va le juger sur est-ce qu'il fait jouer les jeunes. Parce que pour le coup, lui, il a typiquement intérêt à tester des line-up, à tester des joueurs. Je vois pas l'intérêt de faire une saison reconstruction où tu mets tes meilleurs joueurs tout le temps sans tester de nouvelles choses. Après, pour le coup, je te rejoins sur Donovan, c'était vraiment
déjà mettre tous les ballons dans les mains de Westbrook dans un premier temps pendant qu'il est arrivé, et ensuite l'année dernière on mettait très en valeur les meneurs, ce qui leur a permis aux trois de faire une énorme saison. Donc ouais, j'espère un peu comme Constant l'a dit, un peu plus de tests, un peu plus d'incertitude dans les rotations en fait, parce que je pense qu'on regarde les rotations d'OKC ces dernières années, c'était très stable. C'est-à-dire qu'un joueur qui se blessait par exemple quand Ferguson se blesse, sort du 5, Dort prend quasiment sa place et toutes ses minutes exactement à l'identique. Voilà, c'est vraiment tout le temps pareil, il y a eu très peu d'adaptation, et ça c'est quelque chose dans un développement qui sera intéressant de tenter. On a envie de voir du Bazley parfois en small ball 5, on a envie de voir du Shea par exemple en meneur des fois, on a envie de voir pas mal de ces choses là, donc je pense que ça sera important qu'il aille dans cette voie là. Et puis même au niveau des rotations, Billy Donovan, c'était souvent je fais sortir tous mes titulaires d'un coup, je fais un 5 majeur full bench, et ça pour le coup c'est des choses que t'as pas envie de revoir. Un peu plus de flexibilité dans les rotations. Complètement. Je pense qu'on a fait le tour un peu du coach, parce qu'au final avec Constant on en a énormément parlé ces dernières semaines, que ce soit via des articles ou via des podcasts, donc je vous invite à réécouter, et au final on sait peu de choses de ce coach là, donc on peut pas débriefer ça pendant éternellement, pendant de longues minutes, juste qu'on est plutôt satisfait de la promotion interne, que ce soit lui qui soit pris. Après on aurait préféré quelqu'un d'extérieur, et ça c'est quelque chose qu'on souligne depuis pas mal de temps. Donc je pense qu'on va passer à la grosse partie du podcast, alors qu'il y a des news en direct. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on en parlera du coup dans le podcast, ça rentre pile dans le thème. Normalement vous allez écouter ce podcast juste avant la draft, les quelques jours avant la draft, qui est le jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Non, de mercredi à jeudi. De mercredi à jeudi, pardon. Ouais. Oui, c'est vrai, jeudi à 1h, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc vous allez écouter ça juste avant, donc bien sûr on va faire une preview de la draft, et c'est pour ça qu'Alan est là. Dans un premier temps, je vous rappelle, si vous voulez un peu découvrir quelques prospects, notamment au pick 25 que l'on a scouté, allez sur notre site, on a 3 gros articles sur différents postes, on va en reparler dans ce podcast. Mais on va commencer par ordre un petit peu chronologique, donc par le haut de la draft. Il y a une rumeur ces derniers jours, ces dernières semaines, comme quoi le Thunder serait intéressé pour monter dans les premières places, voire en numéro 1, pour drafter la Melo Ball. Donc Alan, je me tourne vers toi forcément. Tu es l'un des plus gros fans de la Melo Ball déjà. Tu as suivi de très près, oui, il y en a peu. Tu as suivi de très près sa saison en Australie, et Dieu sait que c'était pas forcément simple. 2 petites questions. D'abord, la Melo Ball, qu'est-ce que ça vaut vraiment, plutôt que juste de l'analyse de comptoir? Est-ce que pour toi ça vaut le coup de monter, et ça serait intéressant pour OKC de le faire? Pour moi c'est le meilleur joueur de la draft, mais c'est le meilleur joueur de la draft dans une draft où il n'y a pas de superstar en haut. Donc par exemple si on le compare à l'année dernière ou il y a 2 ans, il aurait été 3e pick ou 4e je pense. Cette année c'est le meilleur joueur de la draft selon moi, c'est pas un consensus, hein. Il y a du suspense sur qui pourrait partir en 1, parce que c'est celui qui est à la fois pour moi, et c'est hyper intéressant parce que c'est pas du tout ce qu'on entend, mais moi c'est mon analyse, c'est celui qui a un des plus hauts planchers du top 10 et en même temps un des plus hauts plafonds. C'est-à-dire que la Melo Ball, je sais ce qu'il va faire quand on va l'amener NBA, il va jouer du pick and roll, il va créer. Et si le shoot, si son tir est amélioré en sortie et qu'il a une meilleure sélection, ça peut être un joueur en 20-10, je pense, en NBA, un porteur de balle en 20-10. Donc, c'est pour moi un des plus gros talents. Enfin, il y a qu'à le voir jouer pour comprendre toute la palette offensive dont il dispose. Et après, monter pour lui, en fait, on entend tout et son contraire en ce moment. Il y a 2 semaines, je t'aurais dit que c'était peut-être possible. Il y avait les rumeurs. Kevin O'Connor avait sorti des rumeurs comme quoi peut-être qu'il descendait. Là, on a vu cette semaine quand même qu'il a conduit un workout privé avec Minnesota mercredi, avant d'en faire un jeudi avec Détroit, les Warriors et Charlotte. Donc, il a enfin rencontré les équipes du top 5 et les Pistons. Moi, je te dirais que s'il descend, oui, c'est hyper intéressant pour moi d'aller le chercher. Après, il faut voir ce que tu donnes, parce qu'il faut pas non plus se griller en termes d'assets pour les prochaines QA. Mais pour moi, oui, voilà, il faut arrêter de dire des clichés, quoi, le juger par le biais du père, par le biais du début de carrière de son frère, par le biais de ce qu'il faisait en high school et d'expérience lituanienne. Voilà, faut regarder les 10 matchs qu'il a fait en NBL et se faire un avis là-dessus. Constant, ta réaction, toi, à l'annonce de cette rumeur sur la Melo? Je sais que t'es pas le plus grand fan, t'as notamment des doutes un peu sur son investissement, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'elle pourra discuter aussi, même dans les interviews, et peut-être aussi, parce que c'était la rumeur, qu'il devait être
on devait envoyer Shea pour aller le récupérer, donc ça c'était hors de question, mais en termes de contrepartie, ce qui pourrait être fait. Oui, excuse-moi, j'étais juste en train de vomir devant le tweet du Vosges, mais oui. oui, concernant... Non, mais on en reparlera après, mais... Oh, ça va arriver. je vais m'énerver. Mais concernant la Melo Ball, en fait, je suis d'accord avec ce qu'a dit Alan. Effectivement, c'est peut-être le meilleur joueur de la draft. Après, comme tu l'as dit, il y a 2 soucis pour moi qui sont majeurs chez la Melo Ball et qui me posent problème. De 1, c'est son investissement en défense. Même si je pense qu'il a les qualités pour être un bon défenseur physiquement, ce qui me pose problème, c'est est-ce qu'il a vraiment envie de défendre ? Il a jamais défendu. Voilà, donc ça me pose un souci. Et le deuxième point qui est relié avec ça, c'est son mental. Parce que, effectivement, si la Melo Ball va être un bon joueur, on est d'accord. Mais moi, j'ai pas envie de monter à la draft, de lâcher potentiellement du pic pour aller chercher un joueur qui, même si par flash peut être bon, va avoir un caractère de merde. C'est-à-dire, la Melo Ball, typiquement, si c'est un joueur qui continue à avoir le caractère qu'il a actuellement, tu vas te retrouver dans certains soirs où la Melo Ball va être hyper focus, où il va te faire un match en 28-11. Par contre, tu vas arriver dans d'autres soirs où la Melo Ball va en avoir rien à faire, où il va te sortir un 3/12 avec 6 pertes de balles. Donc, pour avoir eu Russell Westbrook pendant des années, qui est pas le meneur le plus fiable ou le meneur le plus calme, j'ai pas vraiment envie de... Non, mais c'est pas les mêmes registres, mais non, mais dire, c'est en termes les deux d'investissement, sont capables Westbrook, de vriller, quoi. C'est, en termes d'investissement, ce sera pas pareil, parce que Westbrook sera toujours... Oui, mais je veux dire, les deux, mentalement, dans le match, à un moment, sont capables de vriller. Oui, ça c'est vrai. Mais tu pouvais pas dire de Westbrook qu'il était pas investi, quoi. Ouais, non, c'est mais ça la différence. Non, mais dans le sens où ils peuvent te faire un match où ils sont hyper concentrés, où ils font tout bien, et le match d'après où ils font que des mauvais choix, et du coup ils font un match mauvais. Et c'est parce que justement, mentalement, ça disjoncte. Et c'est ce qui m'inquiète chez la Melo Ball, au-delà du talent offensif, et probablement du fait qu'il est dans le top 2 des meilleurs créateurs de la draft, ce qui moi me plaît beaucoup. Ce qui me pose problème, c'est de monter pour aller chercher un joueur qui a du talent, mais qui a quand même des défauts qui m'inquiètent personnellement. Moi, je suis mitigé, en fait. Je suis peut-être un peu plus haut que sur la Melo Ball que toi, Constant. Je rejoins Alan sur plusieurs points. De ce que j'ai pu voir, c'est en attaque, ça sera un vrai plus, et je pense que toute sa carrière à NBA, il aura ce talent-là qui lui permettra d'avoir du temps de jeu, d'avoir probablement de l'argent aussi sur des prochains contrats. Après, la problématique, voilà, il y en a 2 pour moi, c'est, comme tu l'as dit, défensivement, on sait pas ce qu'il peut donner, bien que physiquement, il soit intéressant, il est long, à côté de Shai, ça ferait un bas de courte assez grand, ouais, ça ferait un bas de courte vraiment grand. Et après, sur son comportement, après, j'ai tendance à dire qu'à une organisation comme OKC, t'as déjà moins de place pour des débordements que aux Knicks, par exemple. Et que tu seras peut-être beaucoup plus stabilisé, ça sera un effectif de jeunes, etc. Ça serait intéressant, et d'ailleurs son duo avec Shai, je le trouve plutôt, en termes de fit, plutôt intéressant aussi. Après, ce que je suis pas fan par contre, c'est de lâcher des futurs pics, et notamment ce 2021, où il y a des monstres sur les 10 premiers choix, c'est n'importe quoi, et qu'il faudra peut-être lâcher ça, et peut-être d'autres choses, et j'ai pas envie de cramer dès maintenant des assets, alors qu'on a presque même pas commencé de reconstruction, pour un joueur où on est à pas mal d'incertitudes, et dans une draft où il y a pas d'énormes prospects vraiment superstars, c'est assez homogène sur les premiers, il y a pas mal d'incertitudes sur qui sera pris où, donc ça se trouve il y aura des joueurs qui vont chuter, on pourra se retrouver avec un joueur drafté au-delà de la 15e place qui sera peut-être le meilleur joueur de la draft dans quelques temps, c'est improbable, mais c'est beaucoup plus susceptible d'arriver dans cette draft là que par exemple l'année prochaine où les 10 premiers sont au-dessus de tout, j'ai envie de dire. Ouais, clairement. En fait, si tu montes dès cette année en 1 pour aller chercher la Melo Ball, t'es dans une optique en fait de griller ton processus de reconstruction, ou en tout cas d'essayer de l'accélérer. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre ton temps et de te dire l'année prochaine j'ai 2 pics, je vais être mauvais, donc avec mon pic je vais me retrouver probablement dans le top 10 avec soit le pic de Houston, soit le pic de Miami, je peux me retrouver entre 10 et 20, avoir un pic intéressant. Là tu dis non, dès cette année je monte direct pour aller chercher ce qui est potentiellement le meilleur joueur de la draft. Sauf que le problème, c'est que si tu montes en 1 l'année prochaine avec tous les prospects qu'il y a, tu peux te retrouver avec un joueur qui sera, ou en tout cas qui a le niveau, le talent pour être un franchise player. Est-ce que la Melo Ball a vraiment le talent
et la carrure pour être un franchise player, je sais pas. Et en plus, le fit avec Shea, même si je le trouve pas déconnant, j'ai pas l'impression que ce soit le plus optimal qui soit. Alan, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce point-là et peut-être réagir à tout ce qu'on a pu dire avec Constant? Bah déjà, premier point, je pense sur les rumeurs de comportement, c'est certaines rumeurs qui disent ça, il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de problème de comportement dans les interviews. Enfin, Jonathan Givony d'ESPN, il a dit, il a dit en fait ce qu'il dit ça, pour lui c'est faux parce qu'il avait interviewé avec aucune équipe Lamelo au moment où Kevin O'Connor a sorti son tweet. C'est un truc qui est sorti la semaine dernière. Donc c'est vraiment des écrans de fumée où ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est pas vrai, on sait pas. Mais ça déjà, moi je l'avais trouvé vraiment. Alors c'est pas le plus bavard, c'est pas le plus habile avec ses mots et il peut faire un peu je m'en foutisme par sa nonchalance un peu de comportement. Mais quand je l'ai trouvé, quand je l'ai fait son interview avec Mike Schmidt où il a décrit son jeu, je l'ai trouvé plutôt investi, plutôt très poli et tout ça. Donc ça m'a pas plus inquiété là-dessus. Après je suis d'accord avec vous que c'est pas une draft où je lâche un futur pick du top 10 pour monter. Alors pas du tout. C'est pas du tout cette draft là où je le fais. Alors que l'année prochaine, on risque d'avoir des sacrés pics d'ailleurs, hein, entre celui d'OKC et le meilleur de Miami et Houston. Le meilleur Miami et Houston. Ouais. Vous êtes bien placé parce qu'il y a l'année prochaine, puis il y a 2022, ce qui pourrait être la méga draft, parce que ça pourrait être la draft où à la fois on est les freshmen et à la fois les mecs de high school qui passent directement. Où il n'y a plus de one and done. 2022, je crois qu'on a qu'un pic justement parce que les franchises n'ont pas voulu les changer. Je crois qu'on a c'est ça. Parce que ça peut être la méga draft en fait 2022. Bah c'est ça, tu peux te retrouver avec 2 drafts en un quoi. C'est ça exactement. Après tu peux éventuellement monter en 2022 ou aller chercher des gars en 2022, ce qui serait peut-être plus intéressant. C'est aussi ça. Ouais, mais justement, s'il y a autant de rumeurs concernant le pic 1, le pic 2, le pic 3, c'est parce qu'on est dans une année où il n'y a pas de superstar, où justement, c'est possible de monter pour aller chercher ce pic 1. L'année prochaine, avec le nombre de superstars qu'il va y avoir, essayer de monter pour aller chercher le pic 1 si t'as pas déjà un pic dans le top 5, ça va être très compliqué parce que les franchises qui vont être en 1 ou en 2 vont savoir que potentiellement elles vont avoir une superstar et vont demander beaucoup plus si tu veux récupérer ce pic-là. Je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord. Donc, c'est bien la preuve, oui, effectivement. L'année dernière, pour aller chercher Zion, je pense qu'il fallait envoyer pas mal de choses. Rien. Il y avait rien. Donc, alors, je pense qu'on a pas mal fait le tour sur Lamelo. C'était le premier dossier que je voulais aborder. Le deuxième, celui-là aussi, il chauffe de plus en plus, j'ai envie de dire. C'est la rumeur Chris Paul à Phoenix. Donc, Phoenix serait intéressé par le meneur. Ça leur permettrait notamment de passer un cap à l'Ouest et ça serait un vrai contender parce que Chris Paul, Booker, Ayton et tous leurs role-players, ça commence d'être très solide. Le trade se ferait comme on l'a prévu depuis un petit moment autour de Kelly Oubre, Ricky Rubio et potentiellement du pick 10. On a imaginé aussi que le Thunder renverrait le pick 25 en plus de Chris Paul. Déjà, Constant, qu'est-ce que tu penses toi de ce trade et est-ce que ça te paraît être une bonne contrepartie? Est-ce que c'est satisfaisant? Ça dépend. En fait, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a plusieurs insiders qui se contredisent. Le premier qui a parlé de discussions avancées entre Phoenix et OKC à propos de Chris Paul, c'est Shams. Pas Windhorst. Ah oui, Windhorst, t'as raison. Et nous, tout de suite, grand amoureux de Kelly Oubre que nous sommes, on s'est imaginé que... moi je l'ai posté juste après la news, le trade qui moi et qui pour beaucoup de gens des insiders du Thunder paraissait le plus probable, c'était Chris Paul et le pick 25 contre Rubio, Oubre et le pick 10. Sauf que le problème étant que, d'après plusieurs insiders, OKC n'a pas du tout envie de récupérer des contrats qui durent sur plusieurs années. Celui de Rubio il y a encore 2 ans si je dis pas de bêtises, et visiblement on n'est pas intéressé par Kelly Oubre non plus. Donc ça nous laisse dans une possibilité de rajouter plusieurs équipes et en soi toi comme moi je pense qu'on serait très content de récupérer Ricky Rubio et Kelly Oubre. Après de mon côté ça me dérange pas de pas récupérer ces 2 joueurs là à partir du moment où on récupère le pick 10. Si on récupère ni Rubio ni Oubre ni pick 10 et qu'au final on se retrouve avec je sais pas le pick de Phoenix de l'année prochaine protégé top 10, je me dis, d'un côté, c'est bien parce que t'as lâché Chris Paul et t'as pas récupéré de gros contrats toxiques, comme ça aurait pu être le cas si tu l'avais envoyé à Philly, par exemple. Mais de l'autre côté, je me dis, on aurait peut-être pu récupérer quelque chose de plus intéressant.
je pense qu'on est plutôt assez élevé là en termes de contrepartie de ce qu'on a pu voir comme trade. Hein. Après, c'est principalement basé autour du pick 10, comme tu l'as dit. Mais il y a le 10. Si, il y a le 10, effectivement. Mais après, j'aime plutôt le package parce que Oubre, nous tous les deux, on l'aime bien, mais on se doute qu'il restera sûrement pas au OKC, même s'il joue 1 an, on va dire. Ça paraît improbable qu'il prolonge, mais peut-être que tu peux en tirer quelque chose à la deadline ou quelque chose comme ça. Rubio a certes un contrat un peu plus long, mais il est loin d'être négatif, et lui aussi, c'est pas un asset... Avec Shea. Ouais, avec Shea, c'est intéressant s'il reste joué, et c'est pas un asset négatif, encore une fois, pour un trade, il pourrait intéresser des contenders, lui aussi à la deadline, donc là-dessus, c'est plutôt pas mal, et puis 10, voilà, t'as un prospect plus qu'intéressant, et comparé à ce qu'on a pu voir, où on a des joueurs avec des contrats un peu plus longs, type du Horford ou du Harris parfois, plus cher en plus, enfin, c'est beaucoup plus négatif, et t'as pas forcément un pic aussi haut que le pic 10, donc j'aime plutôt bien ce trade-là, et en plus, je pense que Chris Paul, et d'ailleurs c'est ce qui est ressorti pour certains aussi, c'est que il était déjà, lui, discutait maintenant avec Phoenix, justement autour de si ça pouvait l'intéresser du projet, etc. Donc pour moi, si lui discute déjà avec la franchise, c'est que c'était pas mal avancé dans les discussions. Donc ça sera à suivre. Alan, je me tourne vers toi maintenant. Est-ce que toi déjà cette rumeur, elle te paraît plausible? Est-ce que ça te paraît viable? Et ensuite, est-ce que tu vois l'intérêt pour OKC? Et à ce moment-là, s'il y a le pick 10 notamment, qui ça serait intéressant de cibler? Bon, on a vu là, dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai vu un tweet comme quoi Chris Paul préférerait rester sur la côte ouest, de ce que j'ai vu dans certains S'approcher tweets. de Los Angeles et de sa famille. Pour sa famille. Donc Phoenix, ça pourrait faire du sens déjà sur ça. Je pense que ça serait un bon deal. Franchement, les gars, rappelez-vous comment on parlait de Chris Paul quand vous l'avez récupéré. Hein. Bah, comme qu'on parle de Westbrook maintenant, je pense. C'est ça. Et là, tu récupérerais Kelly Oubre et Tsunami Papi. On sait qu'on aime beaucoup le profil. Rubio, franchement, à mettre avec Shea dans le 5 l'année prochaine, Oh là là. c'est pas... En fait, ça enlève beaucoup de création hachée, et Rubio sera capable de scorer à peu près quand il faut et de jouer les pick and roll avec les grands, donc c'est vraiment pas mal. Et puis il défend. Oui. Puis si tu draftes un guard, il peut lui apprendre le métier, c'est toujours le cliché, mais c'est pas faux non plus. Puis je sais que t'as besoin d'un espagnol, Alex Abrines, il te manque. Quand je le vois en Euroleague, je pense à toi à chaque fois. Mais et après, franchement, je trouve que c'est un bon deal. Après, moi tout l'été, je me rappelle, je t'ai envoyé plein de deals possibles pour Paul. J'en ai imaginé dans toutes les équipes de NBA, je crois. Aux Bucks, aux Sixers, c'était tout et n'importe quoi. J'en ai imaginé de partout. Celui-là, franchement, je le trouve pas mal. Je pense que c'est le meilleur. Tu récupères un lottery pick, un meneur vétéran qui a un bon meneur NBA, et Kelly Oubre qui va t'apporter des bonnes minutes à l'aile. Donc je pense que c'est bien. Et après le profil, meilleur joueur disponible. Hein. Vous prenez ce que vous pensez être le plus grand talent. Mais ça, c'est une question que je vous pose à vous deux parce que j'en connais pas la réponse. Est-ce que vous pensez parce que là on dit oui, Rubio à côté de Shea, ça va être bien, Kelly Oubre, Tsunami Papi, il va apporter du swag à l'équipe. Mais Shea et Kelly Oubre en termes de swag, on va être bien. Mais est-ce qu'ils vont vraiment arriver au OKC? Est-ce que, comme certains l'ont dit, il n'y a pas Dallas qui va venir se greffer et récupérer Kelly Oubre par exemple? Dans tous les cas, tu récupères un choix 10. C'est surtout, le gros prix du truc. Je suis d'accord avec toi, surtout que, on en parlera plus tard, mais vu ce qui vient de sortir sur Schroeder, tu peux te dire que le 25 pourrait potentiellement partir. Après, dans tous les cas, il faudra que tu récupères des salaires. Hein. Enfin, même si c'est un trade à 3 ou 4, il va falloir que tu égalises à un endroit. Et est-ce que on finira avec un contrat beaucoup plus cher mais expirant? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils peuvent absorber pas mal de choses. Après, s'ils veulent absorber... Vous allez récupérer du Diallo, si ça se fait, hein, vous allez récupérer le contrat d'Amidou Diallo, Cheikh Diallo, ces contrats-là du côté de Phoenix, hein, si ça se fait. Parce qu'il faudra égaliser. Après, c'est tout basé autour du 10, en fait. Nous, ce qu'on souhaite. Non, moi c'est le 10 clairement. Je m'en fiche, c'est ce que je t'ai dit hier soir. Récupérer Rubio et Oubre, c'est sympa, mais moi je m'en fiche, c'est vraiment le 10 qui m'intéresse. Donc après, voilà, mais... et pour le coup, si t'arrives à piquer en 10, je trouve que t'arrives avec des perspectives vraiment intéressantes.
beaucoup plus intéressante que si tu te retrouves en 1, bizarrement. Mais En 10 concrètement, Alan, tu peux avoir quoi? Nous, je sais qu'on a beaucoup parlé de Tyrese Maxey. Est-ce que tu peux avoir un joueur qui chute, un Killian Hayes ou quelque chose comme ça? Qui c'est que tu penses susceptible d'être là en 10 et qui du coup serait bien à OKC dans une reconstruction avec les joueurs déjà présents? Ouais, mais ce qui sort, hein, en vrai, ce qui sort un peu, si tu veux regarder, pas forcément pour les avis vraiment les plus intéressants, mais ce que les gens entendent, enfin, Mike Schmidt et Jonathan Givony d'ESPN, ils basent beaucoup leur mock sur ce qu'ils entendent, plus que sur, donc ce qui serait, dans le top 8, tu risquerais d'avoir, Obi Toppin, Ali Burton vont pas descendre, je pense, ces joueurs-là vont être draftés dans le top 10. Par contre, des joueurs qui pourraient peut-être descendre en 10, tu pourrais avoir, bah, Kira Lewis, meneur d'Alabama. Tu pourrais avoir peut-être Tyrese Maxey qui peut descendre. Killian Hayes, si Détroit ne le prend pas Vas- et que les Knicks ne le prennent pas, il pourrait peut-être être là. Il pourrait Vassell peut-être... peut chuter en 10. Vassell peut peut-être chuter en 10. Patrick Williams, c'est une plus grosse cote que Vassell, alors que je pense que Vassell est un meilleur joueur, mais en termes de cote, Patrick Williams est annoncé aussi dans le top 8. Donc, tu vas avoir, t'auras en 10, t'auras RG Hampton, je pense. T'auras Cole Anthony, si tu veux Cole Anthony. T'auras Tyrell Terry. Tu auras, je pense qu'Okongwu ne passe pas à Washington, personnellement. Donc, tu auras le meilleur joueur disponible de ce lot-là, en fait. Okoro, Avdija seront draftés, je pense, avant. Donc, t'auras, je pense, des guards, pas mal de guards Ouais, c'est ce que freshman. j'allais dire, ça a l'air d'être beaucoup de guards. Ouais, beaucoup de guards freshman, je dirais. Des mecs qui ont un peu chuté par des saisons peut-être décevantes ou par des problèmes dans leur jeu qui sont corrigeables mais qui n'ont pas plu à certaines équipes. Donc voilà. Après, tu peux avoir des surprises aussi, hein. C'est une draft où on s'attend un peu à tout en vrai. Donc je pense que tu auras quand même deux ou trois freshmen de talent qui étaient annoncés plus haut et qui pourraient être là en 10. Ouais, moi je pense plutôt, je réagis et Constant, après je te laisserai dire un peu Vas-y, tes vas-y. favoris. Moi il y a le trio, Tyrell Terry, Tyrese Maxey et Killian Hayes s'il descend peut-être, et sinon Kira Lewis, qui m'intéresse grandement, et ça fera un guard à développer aux côtés de Shea. Voilà, tu as peut-être moins d'incertitude et drafter les années d'après un potentiel ailier dominant, tu vois, là où il y aura du très gros prospect dans cette voie-là. Moi c'est plutôt ça qui m'intéresse, et ces profils-là m'ont plutôt bien marqué à la draft, notamment Tyrell Terry, moi que j'apprécie vraiment pour son aspect de shooting que je trouverais très intéressant au OKC. Vas-y Constant. Bah, en fait, pour revenir sur ce que vient de dire Alan, moi, je pars dans l'optique de drafter un meneur, en tout cas un guard, mais principalement un meneur, surtout si tu arrives dans le top 10. Et pour moi, je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais il y a un trio qui m'inquiète, c'est le trio Atlanta, Détroit, New York. Parce que si tu regardes dans le top 10, t'as Haliburton qui va partir dans le top 10 pour moi, ou pour tout le monde, je pense. T'as Killian Hayes, et ensuite, t'as d'autres meneurs. Mais t'as vraiment ces deux-là qui sont quasiment sûrs de partir dans le top 10. Entre 5 et 10 même, je peux envie de te dire. Ouais, entre 5 et 10, ouais. Mais, et ce qui m'inquiète, en fait, c'est que, bah, par exemple, Détroit prennent Hayes et New York prennent Haliburton. Ce qui fait que nous, en 10, on se retrouve dans une situation où on était vraiment pas loin de récupérer un meneur très talentueux, mais au final, tu te retrouves avec la catégorie un peu en dessous où t'as Kira Lewis, où t'as Maxi, où t'as Tyrell Terry. Et ça, ce qui m'inquiète un peu, c'est pour ça que quand j'ai vu que Zach Lowe a dit que Killian Hayes pourrait potentiellement sortir du top 10, on sait pas trop, moi je trouvais ça super intéressant de récupérer un Français de 1 et un joueur avec ce profil en 10. Mais au final, si tu te retrouves à piquer en 10, c'est bien, mais t'as quand même le step inférieur en termes de meneur. Ouais, c'est clair. Moi, perso, je préfère Kira Lewis à Haliburton tous les jours. Mais après, c'est des problèmes d'évaluation de joueurs et tout ça. Ce qui se dit aussi, c'est que donc Détroit a workout Kira Lewis vendredi. Est-ce que ça veut dire que si Killian Hayes et Haliburton ne sont plus là, ils iront le chercher, on sait pas, mais en tout cas, ils l'ont workout en privé. Donc vendredi. Donc ça peut donner une indication. Ce qui se dit aussi, c'est qu'Atlanta peut aussi chercher à balancer le pic pour aller chercher Jrue Holiday. Donc en termes de meneur, ça peut être un peu, ça peut annuler ton problème. Et ce qui est sorti aussi hier, c'est que Boston aimerait monter
pour aller chercher Isaac Okoro. Donc ça veut dire qu'ils monteraient pour pas prendre un meneur, et les équipes qui descendraient auraient le pick 14. Donc les meneurs passeraient le cut un peu. En fait, tout est possible, mais c'est vrai que tu peux avoir un petit rush sur les meneurs. Atlanta, ce sera pas un meneur porteur de balle parce qu'ils sont très young, mais le fit avec Haliburton, pour moi, il est super intéressant. Après, Détroit et New York, pour moi, si c'est le meilleur joueur disponible, et si c'est un meneur, c'est un meneur qui peut porter la balle. Donc ouais, tu peux avoir ce petit rush là où ensuite, je pense pas que Washington prendra un meneur, alors qu'en vrai, si c'était le meilleur joueur disponible, il devrait le prendre, mais je pense pas. T'as le retour de John Wall, t'as Bradley Beal à l'arrière, c'est compliqué pour eux de drafter un meneur, c'est pas très intéressant. Mais là, tu parlais de Boston qui monte pour drafter Okoro. Sauf que s'ils veulent drafter Okoro, je pense pas qu'il passe le top 5. Ah, il y en a qui disent qu'il pourrait être toujours là en 6-7, hein, Okoro. Parce que si tu prends Edwards, Lamelo, Wiseman, Advija, Okongu, ouais. Faut voir. Je pense qu'Okoro va plaire. En fait, c'est vraiment n'importe quoi cette draft, parce que est-ce que Chicago va... Tu le mets en 4 à Chicago, il est bien. Ouais, mais est-ce que Chicago passe à Killian Hayes pour prendre Okoro? Est-ce que les Cavs ont vraiment ciblé Avdija, Okoro et Okongwu parce qu'ils croient dans le duo Garland-Sexton? On sait pas, on sait rien en fait. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on parle sur tout, mais c'est ça qui est trop bien en fait. Mais c'est que tous les scénarios, il y a tout qui sort. Trade up, trade down, une telle franchise veut lui, une telle franchise est peut-être un peu plus froide sur un autre. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le top, comme je dis, le top, avec en 10, tu pourras avoir un mec, un vrai bon joueur dans cette QV, je pense. Le 10 de cette année, je le trouve mieux que le 10 de l'année dernière et d'il y a 2 ans. Ouais, c'est ça aussi. Okay. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est très homogène sur le haut. Donc ça, c'est intéressant. Après, pour conclure peut-être sur le 10, ou si vous avez d'autres choses à dire, là, on a beaucoup parlé d'un meneur, mais est-ce que, au final, avec le départ plus que probable de Schroeder et peut-être le départ de Chris Paul, on va peut-être s'orienter sur un guard, mais est-ce que Sam Presti serait pas capable de nous dire tiens, par exemple, je sais pas, moi, Patrick Williams est encore disponible en 10, est-ce que je vais pas le chercher? Enfin voilà, est-ce que on arrive ou Topin, ou je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas se retrouver dans un cas de figure où, au lieu de drafter un guard, Sam Presti se dit, bon bah, les 2 ou 3 meilleurs guards de la draft sont déjà partis, est-ce que je vais pas prendre au final un des 2 meilleurs intérieurs de cette draft-là avec mon pick 10? Le meilleur joueur, moi c'est ce que je ferais, hein. Je prendrais ce que vous pensez être le meilleur joueur. Après, la définition n'est pas la même pour tout le monde, mais... C'est un ailier qui sait pas shooter, du coup. Pour Presti, ça va être ça. Il va prendre McDaniels en 10, il va péter un câble. Je pense qu'on va arrêter là pour cette rumeur de trade là, et je pense qu'on va passer du coup à celle qui vient de sortir, qui est beaucoup plus urgente, j'ai envie de dire. La bombe, puisque pendant qu'on enregistre, monsieur Charamia ou Wojnarowski Shams en premier. C'est Woj qui rajoute Danny Green. Monsieur les bombes ont dévoilé un trade qui serait vraiment très proche d'être fait, puisqu'ils ont indiqué que Dennis Schroeder serait sûrement envoyé aux Lakers contre le pick 28 de cette année et Danny Green. Les autres équipes intéressées par Schroeder se seraient d'ailleurs détachées un peu des offres et auraient arrêté les négociations, voilà, avec Presti. Donc le trade paraît vraiment presque officiel, on attend on va dire lundi, et à voir si une des deux équipes ne s'enlève pas du trade. On n'est pas fan. Moi, je sais très bien et que je vois d'ailleurs sur Twitter en direct ce qui se passe. On n'est vraiment pas fan de la contrepartie. On avait peut-être une vision un peu plus haute de Schroeder. Les Lakers font un vrai bon coup et vont encore densifier leur effectif en apportant Schroeder qui était vraiment très fort l'année dernière. Alan, toi, est-ce que tu trouves que c'est une bonne contrepartie déjà ce trade? Du coup, on fait pas que draft, mais on va parler un peu NBA. Est-ce que tu trouves que le trade est viable et une bonne chose pour OKC? Et du coup, là, le package 25 plus 28 pour monter, ça semble destiné à être fait, quoi. Ouais, c'est compliqué. Schroeder, c'est le vrai meilleur sixième de l'année. Moi, je suis dans votre camp. Merci. On en a beaucoup parlé, mais est-ce que ça veut dire que c'est la meilleure offre que vous avez reçue, quoi?
C'est ça peut-être qu'il faut plus réfléchir. C'est ça qui me fait dire que la valeur de Schroeder est peut-être pas aussi haute qu'on pensait, parce que si on accepte ça, c'est qu'il y avait pas mieux. Et est-ce qu'il y a pas moyen d'aller récupérer Kuzma peut-être? moi j'aime bien. Tu veux perdre des matchs, Constant? Bah prends Kuzma. Oh non, je veux perdre des matchs, mais je veux garder ma dignité quand même. Bah, le problème, c'est que Danny Green, honnêtement, il va pas rester à OKC. Danny Green est là pour l'argent, pour le fil, pour parce que Danny égaliser. Green il touche 15 millions et Schroeder touche 15 millions et demi. C'est pour ça. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais Danny Green, il va pas jouer une saison à OKC. Hein. Non, je pense pas. Bien qu'il ait pas mis un tir en playoff NBA, il y a des équipes qui vont être intéressées par lui en tant que role player et de son côté friendly, s'il se remet à mettre des tirs, c'est obligatoire. Non, en fait, est-ce que Danny Green peut pas être... Est-ce qu'au final, ça peut pas être un trade à 3 où t'as Danny Green qui part direct ailleurs? C'est possible. Mais je pense que ce que Presti prend là, c'est le 28. C'est le choix 28. Oh, c'est quand même pas ouf. C'est ce qui est pas ouf, mais rappelle-toi quand vous avez tradé Schroeder, c'était aussi pour se débarrasser de Melo. Ouais. Bon, après, a posteriori, oui, c'est toujours simple de refaire l'histoire, et en fait, Schroeder a vraiment augmenté sa cote cette année. Bon, pas tant que ça au final. Mais moi, ça me fait dire que tu pourrais avoir 25 et 28. Soit tu montes dans la draft, soit tu draftes 2 jeunes. Alors, et puis tu vois, quoi. Ouais, mais avec le 25 et le 28, tu montes pourquoi? Quelle équipe va être intéressée par le 25 et le 28? Je sais pas. L'année dernière, je vous avais bien un trade back avec Memphis. Memphis a échangé, je crois, des trucs comme 2 choix derrière vous, plus un début du second tour pour Brandon Clark. Il le regrette pas, je pense. Ouais, mais c'est juste pour bouger de 2 spots, quoi. Ouais, s'il a un coup de cœur, Presti, qui va absolument sécuriser un joueur, ça se fait tous les ans. Hein. Donc, mais tu vois, genre, vous galérez avec le 14, le 26 et le 30 à faire quelque chose. Nous, si on récupère le 25 et le 28, qu'est-ce que tu veux? Quelle équipe ça va intéresser? Tu draftes 2 jeunes. Après, tu peux drafter 2 joueurs. Tu vois, Constant, on était dans l'attente de jeunes joueurs. 25-28, tu peux avoir 2 joueurs presque du même niveau, j'ai envie de te dire. Donc, tu peux laisser en Europe. Ouais. S'il y a besoin, comme Bolmaro. Bolmaro, par exemple. Ou alors, tu peux avoir 2 joueurs qu'on a scoutés, qui restent dans la draft. Enfin, voilà, tu peux essayer de mettre quelque chose en place. En soi, c'est toujours un asset, ce sera toujours quelque chose peut-être à mettre dans d'autres trades, tu vois, pour avoir quelque chose de supplémentaire ou quelque chose comme ça. Je pense que ce que vous vouliez, c'était peut-être le 28 et un jeune joueur. C'est pour ça peut-être que c'est décevant, peut-être. Après, je sais pas. Non, pas forcément. Moi, je pensais que Schroeder, typiquement, valait plus que ça. Après, c'est ce qui est ressorti dès le début des rumeurs, que Schroeder valait une fin de premier tour. Et là où Gallinari valait plus, tu vois, ce qu'on avait discuté dans le dernier podcast. Ouais. Genre, peut-être d'où Gallo vont à 17 quand tu vois les playoffs dégueulasses qu'il a fait, alors que Schroeder, qui fait une saison impeccable, vaut que le 28. Surtout quand tu vois qu'il n'y a pas de meneur disponible en trade ni à la free agency à part Fred VanVleet, mais voilà. Et quand tu vois son salaire, oui, mais si tu veux, mais c'est pas le Dennis Schroeder, c'est une pièce que t'ajoutes là où Westbrook, c'est un joueur où tu chamboules ton effectif pour lui. Tu vas pas chambouler ton effectif pour Dennis Schroeder. Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le fait d'aller récupérer le 28, moi, ça me donne limite l'impression que le 25 va partir à Phoenix et qu'on va récupérer le 10. Et que là, pour le coup, tu te retrouves dans une situation où tu drafts le meilleur joueur disponible en 10, et en 28, tu peux prendre un joueur que tu vas stage pendant 1 an en Europe ou un pari. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ça voudrait dire que en fait, t'aurais lâché, sans grossir, si ça se fait, Chris Paul et Schroeder contre le 10 et le 28. Contre 2 premiers tours de draft. Plus que tu vas récupérer au niveau salarial. Voilà. Exactement. Plus à côté. Mais en termes d'assets de draft, ça aurait été ces 2 premiers tours de draft, dont un pick loterie pour ces 2 mecs-là. Et ce qui est bizarre, c'est que j'en discutais avec Pierre, mais avant, moi je pensais vraiment que Schroeder en 10, enfin contre le pick 10 au Suns, ça aurait vraiment pas été déconnant. Là où je me disais, ils ont besoin de Schroeder, et en plus il leur coûte pas cher. Au final, ils vont se retrouver avec Chris Paul. Ce qui fait, au final, la valeur de Chris Paul est plus élevée que celle de Schroeder, ce qui me paraît quand même bizarre, enfin, ou surprenant en tout cas. Ouais.
Oui, parce que le joueur est meilleur, mais le contrat a tellement bloqué toutes les transactions. Chris Paul, typiquement, s'il était payé 25 au lieu d'être payé 37, je pense qu'il y aurait plus d'équipes sur Chris Paul que sur Jrue Holiday. Tout le monde serait sur Chris Paul. Donc voilà. Après, c'est 1 an de Schroeder aussi. Là, je pense que les Lakers ne seront pas du tout dans l'optique de le prolonger parce qu'il va vouloir prendre sûrement un peu d'argent Schroeder. Donc, eux, ils misent que sur 1 an de Schroeder. Tu vois, c'est peut-être ça aussi qui a diminué la valeur de Schroeder pour certaines équipes qui auraient peut-être voulu prolonger après 1 an et qui ont aucune certitude. Parce qu'on parle souvent des contrats expirants qui sont bien, etc. Pour certaines équipes, c'est peut-être pas si bien que ça puisqu'elles auraient peut-être voulu le garder sur plus long terme. Pour les Lakers, c'est très bien parce que eux, ils ont 2021 qui arrive, mais pour d'autres équipes, ça a peut-être diminué la valeur, donc l'offre était moins haute. Ouais. Je sais pas si je m'entends, tu vois, je sais pas si... Si, non mais je suis d'accord, mais tu vois, genre les Lakers, pour le coup... Enfin, ça me paraît bizarre que sur toutes les équipes contenders qu'il y a en NBA, t'en aies aucune qui ait une meilleure offre à te proposer que le 28 plus Danny Green. Bah, alors, je sais pas, je pense qu'on va devoir partir de ce constat-là, hein, parce que Prestry a aucun non, mais intérêt à l'envoyer. C'est quasiment plus fait, de toute façon. Donc, si le Vosges tweet, de toute façon, c'est que c'est pas juste en stats où il s'envoie des pokes, oh, putain, où il s'envoie des likes sur Messenger. Je pense que c'est quasiment fait. Et autant Chris Paul, je pense qu'il a son mot à dire sur la franchise où il souhaite aller. Autant Schroeder, je suis pas si sûr que ça. Bah, Schroeder, il y a 3 jours, il a dit j'ai aucune envie d'aller rejoindre les Clippers ou les Lakers. S'ils veulent m'avoir, qu'ils contactent mon agent. Donc, oui. Oui, je crois qu'il a pas son mot à dire, effectivement. Non, je pense qu'on peut conclure sur ce trait-là. On va attendre qu'il soit officialisé. On en parlera peut-être un peu, mais voilà, le sentiment global. Nous, déjà, on récupère pas de joueurs vraiment, donc c'est plus sur ce pic qu'on va essayer de projeter quelque chose. J'aime plutôt bien ce que vous avez dit, notamment Alan, sur le fait que ça sera au final Chris Paul peut-être plus Schroeder contre 2 pics de cette année ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est plutôt l'idée globale qu'on va tirer de ça. Et du coup, on va pouvoir parler maintenant du pic 25 et du coup peut-être 28 qui va arriver puisque c'est très proche. Donc encore une fois, allez lire les articles sur les guards, forward et big men qu'on a fait sur les potentiels cibles via cette position-là à OKC. On va d'abord parler du cas Poku. Alexei Pokusevski, on est obligé parce que évidemment. Non mais on est obligé, non pas parce que c'est mon chouchou, mais parce que OKC lui aurait promis que s'ils avaient le pick 25 et que lui était encore là, il serait tradé à OKC. On le prenait. Alan, moi j'ai pu le scouter un petit peu, je sais que Constant est moins fan que moi. Ton avis un petit peu sur Poku, comme on aime l'appeler, est-ce que c'est vraiment un bon pari? C'est surtout ça la question. Franchement, en 25 à OKC, sans pression, je le tente tous les jours. Je le tente toujours parce que les qualités intrinsèques du joueur sont assez folles. Donc il a pas joué, tu l'as très bien détaillé dans l'article, en fait, il a joué avec l'équipe B d'Olympiakos, mais vraiment là on a pu le voir vraiment bien à l'aise, c'est avec l'équipe de jeunes de la Serbie, donc notamment à l'Euro 2019, l'Euro U18, où il a joué avec la Serbie. Et on a pu voir un mec qui était déjà à plus de 2-10, qui initiait un peu de l'attaque pour l'équipe et qui shootait à 3 points. Moi, ce que je voudrais qu'on fasse de Poku, c'est qu'on spécialise vraiment en poste 5, capable de tirer en pick and pop à 10 mètres, prendre des décisions sur short roll et protéger le cercle. Ça va passer par une prise de masse. L'Oklahoma, je pense que ça devrait le faire en termes de prise de masse. Mais il n'y a plus Raymond Felton pour l'amener dans les fast-food. C'est ça. Mais je pense que c'est vraiment un pari à tenter en termes de talent pur. Moi, je dois l'avoir 14 sur mon board ou quelque chose comme ça, 14 ou 15. Donc c'est vraiment pour moi un des plus gros talents. C'est le joueur le plus jeune de la draft. C'est un réel pari. Ça peut ne pas marcher. Mais ça peut aussi vraiment, vraiment marcher et être un très très bon 5 écarteur de terrain, floor spacer comme disent les Américains. Donc moi je suis très fan du profil et depuis le temps que tu me tannes parce que tu veux un 5 qui shoot. Un 5 qui shoot. Et quand je t'avais dit que Mike Muscala était nul, tu me disais que non, ça allait être bien, il était nul. Voilà, merci. Tu pourrais l'avoir. Et mine de rien, il a minimum apporté cette saison sur certains passages. Ouais. Ouais, c'est lui qui fait qu'on drafte pas en 20 oui, parce qu'il met un buzzer. Non, après, pour réagir, allez lire l'article que j'écris sur Poku, donc je vais pas refaire tout son profil, mais j'aime vraiment bien, et là je vais citer
je crois que c'est Benoît du podcast Envergure qui était avec toi, Alan, qui parlait de lui comme aussi, parce que la comparaison, ça peut être soit en gros un Porzingis en devenir, soit un Dragan Bender si ça marche pas. Et il disait que par rapport à Bender par exemple, il avait déjà vu plus de choses. En fait, Poku est capable déjà de partir un peu plus balle en main, plus de créer. Alors physiquement, il y a des grosses problématiques et c'est encore, il va devoir se développer, mais il y avait plus de choses que uniquement du tir, qui est bien sûr son atout principal. Donc c'est ce qui fait que moi je suis plutôt fan du joueur, et aller voir les highlights et tout, il est très rapide, voilà, c'est un joueur qui pue le basket, même d'ailleurs, et que j'ai envie d'avoir au sein de mon effectif, et souvent, on va dire, gros risque sur un pari peut être un très gros gain derrière, aussi. Ouais, puis tu le prends pas en 4 comme Bender, quoi. Voilà, exactement. Bender, il est pas bon, mais il est pas nul. Si Bender met des tirs, tu le piques en 25 en 2016, ça me choque pas. C'était le piqué en 4, quoi, c'est le problème. C'est Phoenix à l'époque, c'était Ouais, ils sont un peu rattrapés depuis, mais voilà. Constant, ta petite réaction sur Pokusevski, et du coup, toi, quel chouchou tu as un petit peu en 25, et qu'Alan puisse nous exposer ensuite. Bah, pour revenir sur Poku, moi, il y a deux choses qui me gênent. La première, c'est que il fait 2m20, donc forcément, c'est bien. Si c'est Porzingis. Pas encore, mais peut-être, il atteindra peut-être. Ou en tout cas, il a un profil typique licorne. Ouais, complètement. Sauf que, on l'a vu, les profils type licorne et les géants, entre guillemets, parce que quand tu fais 2m15, tu commences à être très très grand, ça a pas l'air d'être le joueur le plus tanké physiquement de la Terre, même s'il peut passer à la salle. Et moi, ce qui c'est une arbalète. Voilà. et moi, ce qui me fait peur, c'est que tu te retrouves dans une situation où le mec, pendant 2-3 ans, effectivement, il va être bon, mais comme Porzingis, il va être tellement fragile qu'au bout de 4 ans, tu pourras plus le faire jouer parce que le mec aura plus de genoux. Et ça, c'est le premier point qui me dérange. Et le deuxième, c'est... c'est bien d'avoir aussi un extérieur un poste 5 qui shoot. Mais la question avec les intérieurs, et sur Envergure, vous la posez souvent, ce qu'on demande à un intérieur à un poste 5, c'est d'être capable de défendre en play-off, ou en tout cas d'être assez bon en défense pour pouvoir être encore sur le terrain en play-off. Et c'est peut-être se projeter un peu loin dans la reconstruction, mais beaucoup, est-ce qu'il va vraiment être capable, s'il se retrouve par exemple en switch à devoir défendre un guard en ISO, est-ce qu'il va vraiment être capable de le tenir ? Il va devoir faire du drop déjà dans un premier temps, Alan, je pense. Oui, complètement. Mais il a une très bonne standing reach, donc je suis confiant sur sa protection de cercle, je suis moins confiant sur sa capacité à marcher dans une défense en switch, ça t'as raison. Et même sa protection de cercle, moi j'attends de voir parce que... Après, il y a combien de vrais pivots NBA, notamment de sa taille, qui sont capables de défendre en switch ? Jokic ne peut pas, par exemple. Gobert ne peut pas. Et Gobert, c'est un excellent défenseur. Des All-Stars. Jokic est très 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 fort, et on l'a vu être en finale de conférence sur le terrain. En fait, à part si t'enlèves peut-être Adebayo et Davis, qui sont même j'ai envie de dire des contre-exemples ultimes sur ces finales NBA, il y en a pas tant que ça qui sont capables de faire ça. Et lui... Donc Lopez, ouais. Moins de mesure. Ouais. Et lui a déjà un atout vis-à-vis de ça, c'est il va vite. Tu vois, un gars qui est vraiment très lent, j'aurais plus de mal à me dire dans projection, il peut progresser en mobilité latérale, j'ai envie de dire. Lui, ça semble être un peu plus déjà viable. Après, je suis d'accord avec toi, il y a des gros doutes sur sa capacité à le faire. Ah, complètement, il y a vraiment des doutes. Après, est-ce que, voilà, en 25, tu tentes le home run, ou tu vas chercher un joueur que tu penses qui pourrait être un solide contributeur, pendant 6-7 ans dans ton effectif. C'est la draft, hein. Sauf qu'en fait, vous avez le luxe de le faire en 25, là où des équipes, si elles vont le faire dans le top 10, et si elles se ratent, là, on va les moquer. Là, c'est plus... Je suis pas sûr que, on en parlait juste avant, je suis pas sûr que Poku soit encore disponible en 25. Ah, peut-être, ça c'est vraiment possible aussi. Il y a assez peu de choses. Je crois que c'est, comme tu as dit, Pierre, il y a une promesse, que ce soit Kevin O'Connor qui a sorti le fait que peut-être il pouvait être destiné à aller à OKC, mais c'est vrai que, en plus, c'est un des Européens qui a pas repris le jeu après la pandémie, contrairement à Avdija et Bolmaro, donc on a moins d'infos, c'est vraiment un gros mystère. C'est le mystère de cette draft venue d'Europe, on a toujours un, de toute façon. Là, c'est beau. Après, il y a une mock où Poku est envoyé au OKC en 25, celle d'après, il est envoyé en 14 ou en 13. En 12. En 12 même, tu vois, donc vraiment très dur de voir. Constant, toi, est-ce que t'as un autre joueur que t'aimerais voir arriver au OKC et susceptible de tomber en 25, du coup, que t'as pu scouter, peut-être, par exemple?
Bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que moi j'ai plein de chouchous, Desmond Bane notamment, que j'aime beaucoup, mais je pense qu'en 25 il sera plus là depuis longtemps. Et en fait il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où tu te retrouves avec un joueur qui était prévu dans les mocks pour partir entre, je sais pas, 15 et 20 et qui est encore disponible, ou alors un joueur qui était prévu pour partir plus loin que le pic de 25 et que tu peux prendre. Des joueurs que j'ai analysés perso, moi il y a deux profils que j'aime bien, dont toi, pour en avoir discuté avec toi, Pierre, je sais que t'es pas spécialement fan. C'est Josh Green. Moi, j'aime bien le profil. Alors, effectivement, en attaque, c'est pas encore ça. Ce sera peut-être probablement jamais ça. Je pense que son handle, je pense que des retraités auront le même handle que Josh Green. Oh là. Après, je trouve qu'à la passe, il est quand même très très bon de ce que j'ai vu. Au shoot, si tu regardes ses statistiques brutes, tu te dis c'est pas terrible. Si tu commences à aller un peu plus dans le détail, tu vois que sur ces derniers matchs, il commençait à avoir des pourcentages vraiment corrects. Et puis tu te retrouves avec un des 5 meilleurs, un des 3 meilleurs défenseurs extérieurs de la draft. Et juste le fait de le voir associé à Dort en défense, je trouve ça super bien. Et le deuxième joueur que j'aime bien, moi, c'est Robert Woodard, qui est dans un profil pas vraiment similaire, mais en tout cas, c'est pas un sniper en attaque, même si lui, pour le coup, ses pourcentages, si tu vas juste checker ses pourcentages, tu peux te dire, ah oui, il est à 43% à 3 points, en plus, il a progressé par rapport à sa première saison, c'est intéressant, sauf qu'il en prend que 2 par match, donc est-ce que c'est vraiment un sniper quand tu prends que 2 tirs à 3 points par match? Je suis pas convaincu. Mais hormis ça, je trouve que il a un profil intéressant. C'est un joueur qui fera jamais des choses qu'on lui demande pas de faire. C'est un joueur qui sera toujours là pour le collectif, qui sera bon défenseur, qui va t'aider au rebond, qui va te faire 2-3 trucs intéressants en attaque. Vraiment, si t'arrives en pick 25, effectivement, t'as l'idée de te dire je vais prendre beaucoup et je vais faire un pari. Moi, de mon côté, je partirais peut-être plus sur un joueur sur lesquels t'as des bases un peu plus solides, quitte à avoir un plafond un peu moins haut. Ouais, t'es le fils de Presti, tu veux des TUSD qui défendent. Non, mais tu vois, en fait, je parle de ces joueurs-là parce que je sais pas qui sera disponible en 25. Complètement, ouais, complètement. Tu vois, si t'as Malédon qui est encore disponible en 25, clairement, oui, j'y vais. Vraiment. Si t'as, je sais pas, si t'as Cole Anthony, Rêvon qui est encore disponible en 25, je me dis, vas-y, j'y vais. Sauf que je sais pas qui sera encore disponible en 25 et j'ai l'impression que on va arriver dans une situation où il y a beaucoup de guards qui vont partir entre le pick 10 et entre le pick 20. Et au final, quand tu vas arriver en 25, tu vas te retrouver avec des postes 3, des postes 4, des postes 5 qui sont peut-être pas aussi flashy que les guards qui ont été draftés avant, mais qui seront peut-être pas moins pires. Ou en tout cas, beaucoup moins forts. Tu vois, je préfère par exemple partir avec un Josh Green ou avec un Robert Woodard qui ont des qualités plutôt que de partir avec Precious où c'est un rim runner. Ouais. Precious d'ailleurs qui, selon les dernières rumeurs, ne passera pas le pick 16-17. Hein. Ah ouais? Ce qui sortirait, oui, c'est qu'il sort pas du top 20 Precious cette fois. Il a quelques promesses entre 10 et 20. Faut pas se fier à la moque des comptes FR qui est fausse sur pas mal de choses et qui... Non, mais là, je suis sur le... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais... Après, moi, pour réagir un peu à ce que t'as dit, déjà, Josh Green, en fait, et même globalement, ce que j'aime pas avec certains joueurs qu'on pourrait cibler, c'est qu'ils sont à dominante défensive. Là, pour moi, on a trop fait ça au KC. Il en peut plus, Pierre. Ah, j'en ai marre. Même quand il y avait Westbrook et KD, on a attendu un gars capable de shooter des millénaires, j'ai l'impression. Voilà, on allait trader des mecs comme Moreau pour ça, et on draftait des Ferguson, des Robertson, des ça allait trader pour des Randy Foy à la deadline. Et moi, je valorise largement plus le shoot actuellement que d'un potentiel défenseur, en fait. Quand je vois qu'un Duncan Robinson peut défendre en finale NBA, je valorise le shoot. C'est aussi simple que ça. À Duncan Robinson, il peut être présent sur un parquet en finale NBA parce que t'as Jimmy Butler d'un côté, t'as Jay Crowder de l'autre, t'as Bam Adebayo. Oui. Tu peux le cacher, Duncan Robinson. Mais c'est pas exclu que on a déjà Lou Dort, déjà. Que tu pourras, qui te permettra de cacher quelques mecs. Shea sera loin d'être négatif défensivement et Bazley aussi. Bazley non plus. Donc déjà, t'as déjà 3 mecs qui défensivement t'apporteront de la sécurité.
selon qui t'as en pivot par la suite, pour l'instant c'est Adams qui est loin d'être scandaleux dans la plupart des match-up, je précise, et tu sais pas ce que tu vas drafter ensuite, donc autant essayer de développer des mecs qui ont déjà un profil plutôt offensif, ce qui nous manque, parce que Shea, il a fait une très grosse saison, mais à côté de lui, il avait Schroeder et Paul qui portaient la balle. Pareil pour Beasley, il a fait une très bonne fin de saison, mais c'était l'option numéro 3 ou 4, et il profitait un peu parfois d'une défense qui était moins à cheval sur lui, il avait des moins bons défenseurs sur lui qu'il aurait pu avoir, c'était pas l'élite qui était sur lui, loin de là. Donc pour moi, on doit multiplier les menaces offensives, ce que Lou Dort n'est pas forcément pour l'instant. Alors certes, il a mis 30 points en playoff NBA, mais en Game 7. En termes de stabilité au tir, de ce qu'il peut apporter, on est encore loin d'un joueur accompli offensivement. Donc moi, je suis plutôt fan de quelqu'un qui sera capable de créer son tir, de marquer assez avec sécurité en spot-up sur des tirs ouverts. Voilà, quelqu'un de pas négatif offensivement qu'on ne doit pas cacher. Ouais, mais si tu récupères le 10... tu peux te dire, je vais chercher mon joueur offensif qui est super fort en 10, oui. Et en 25, je peux prendre un role player. Ça, je suis d'accord, mais s'il y a le 10. Oui, mais bon, voilà. Mais tu vois, ou alors tu pars du principe, si on n'a pas le 10, en 25, bon bah je fais un pari, je prends Poku, et en 28, je prends Woodard. Après, pour le coup, au-delà du talent offensif, je mets encore plus le point sur le shoot, qui est déjà, pour le coup, avec Shea, Beasley et Dort, ce sera pas le point culminant offensivement, le shoot à 3 points. Je sais pas comment tu te places toi Alan sur ce débat qui prend feu un petit peu entre Constant et moi, mais est-ce que t'as d'autres profils et qu'est-ce que tu en penses globalement? Bah, Green, Woodard, ça va être la course au CUND en fait. Cette course effrénée où tu vas avoir du Sadiq Bey, Rodney Smith, les deux que Constant a cités, et potentiellement d'autres qui pourraient venir se greffer. Moi, je vois McDaniels comme un il faut pas qu'il se prenne pour autre chose. Je pense que c'est la chose qui est bien pour lui. C'est un profil tellement recherché que ouais, je pense que ils vont partir. Woodard, il a un physique de footballeur américain. Enfin, ouais, putain. C'est impressionnant. Enfin, il est impressionnant. Robert Woodard. Mais des tomards, mais c'est assez impressionnant. Il fait des chase down, putain. Ouais, la mécanique de tir est plutôt bonne, je trouve. Plutôt bonne. Le seul souci, c'est le volume. Et ça, c'est ce qui m'embête un peu. Après, l'attaque de Mississippi State était un petit peu caduque par moment. Et puis, c'était pas le joueur qui a le plus de tirs. Ils ont donné beaucoup de ballons à leur intérieur. Reggie Perry, qui va se faire drafter au 2e tour, MVP du championnat du monde du 19, mais qui est en fait Obi-Toppin de Wish, donc qui est excellent en attaque, pas bon en défense. France ne se rend pas compte de ce que c'est Obi-Toppin de Wish, je pense. Parce que... ouais. Non, parce que pour lui, Obi-Toppin, c'est déjà une version Wish. C'est ça. Ça. De lui-même. Mais moi, franchement, c'est des bons profils, je trouve. Josh Green, bah c'est. Il sera parti avant. Josh Green sera parti avant. Ouais, possible, ouais. Josh Green, c'est le plan de carrière, ça pourrait être Danny Green, quoi. Moi, ça pourrait être ce joueur-là. Comme par hasard. Il sera formé, c'est bien. Ça pourrait être ce joueur-là, et Robert Woodard, je pense qu'à terme, pourrait même jouer poste 4, moi. En NBA. 3-4, et on a mis une photo sur le compte Instagram d'Envergure, il a des bras, une longueur de bras, c'est impressionnant, c'est une pieuvre. C'est vraiment une grosse pieuvre. Donc c'est un profil qui pourrait bien plaire à Presti, je pense. C'est ce que j'allais te dire, en gros Presti va le prendre. Pour le coup, si on draft en 25 et que vraiment dans un monde où il y a encore le joueur qu'on veut qui est disponible, je pense que pour toi, Pierre, ton joueur idéal, ce serait Poku. Oui, sauf s'il y a une chute de un joueur, tu vois. Oui, si Cole Anthony, par exemple, est disponible, tu te dis pourquoi exactement. Pas. Mais si on suit à peu près l'ordre des mocks, en 25, toi, ton choix idéal, c'est Poku. Moi, je pense que mon choix idéal en 25, c'est Malédon. Parce que vraiment, je pars dans l'optique de drafter un meneur. Si Isaiah Joe est présent en 25, vous prenez pas? C'est intéressant. À voir. Après, pour le coup, lui, en termes de volume de tir, ça va. Ouais. Mais je pense qu'il part avant. On sait pas. Hein. Pour le coup, moi, Malédon et Joe, je suis content. Beaucoup, je suis très content, mais je serais satisfait. Et Malédon à OKC, ça sera très intéressant d'avoir un Français, d'essayer de l'avoir dans mon podcast.
Et, non, ça sera vraiment intéressant à suivre et ça vendrait des maillots en France en plus, encore plus que maintenant. Donc non, Malédon, j'aime bien, c'est un profil que j'aime bien, qui serait très sûr à la main. Il est jeune. Ouais, il est très jeune, très sûr à la main, grosse expérience de haut niveau, qui est prêt mais qui a en même temps du potentiel, donc que j'apprécie Fort bien. cuit, très bon entourage, il coche toutes les cases là-dessus. Et je trouve ça cool tu vois, pour Daynold, de commencer avec un meneur comme Malédon, qui est certes jeune, mais qui a une grosse expérience, j'ai envie de dire, et qui a des certitudes sur la création et tout. Et si Chris Paul est l'Eurocoupe et l'Euroleague, enfin, c'est impressionnant à son âge d'avoir joué ces deux compétitions. Si Chris Paul est encore là quelques temps, en plus, je pense que dans le cadre, dans le style de jeu, c'est assez intéressant. Donc, et Rubio aussi, potentiellement. Rubio, ouais. Donc non, je suis plutôt content, je serais plutôt content de ces 3 choix-là. Si, on va juste revenir, puisque du coup on a parlé de qui on aimerait prendre avec le pick 25. Qui tu veux pas prendre? Qui tu veux pas. C'était plus moi qui on voulait prendre si on avait le pick 10, mais on peut faire ça aussi. Qui tu veux pas prendre avec le pick 25? Bon bah je crois qu'on a un nom, hein, c'est ce bon vieux Jaden McDaniels. Ouais. Oh la hate. J'ai tendance je suis de moins en moins chaud sur Bolmaro aussi. Ouais. Voilà, que je descends un petit peu sur lui. Après, en pivot que j'aime bien aussi, il y a Jalen Smith qui pourrait peut-être descendre et que je trouve intéressant, qui a un potentiel pour écarter les défenses. Lui, je mets dans le côté positif. Et en négatif, voilà, Bolmaro, je suis moins fan, et certains pivots que j'ai scoutés, Stewart, qui est très à l'ancienne, comme pivot, ça, je suis moins fan comme profil. Voilà, pour ma liste à peu près sur le 25. Et en 10, du coup, si on a le 10, enfin, si ou quand on aura le 10, toi, tu serais partant pour prendre qui, par exemple? Dans le quatuor, Eyes, s'il est là, j'aime vraiment bien. Sinon, dans le trio, Maxi, Tyrell Terry, Kira Lewis. Kira Lewis, c'est peut-être le bon compromis entre les deux, en fait. C'est ce que j'apprécie. Et que je ne veux pas, c'est un Patrick Williams, c'est un... Ouais, Patrick Williams, c'est peut-être celui que je veux le moins, parce que son profil encore trop brut qu'on a trop vu au KC aussi. En fait, j'ai cette hantise maintenant de ça. Et après, ouais, non, c'est peut-être celui qui me parle le moins. Ou Obi-Toppin ou Precious Tête. Bah, pour le coup, Obi-Toppin, si tu veux de l'offensif, tu vas en avoir. Hein. Oui. Mais ah bah le trade de Schroeder est fait en principe. Donc les breaking news sont là, ouais. CNN. Donc bon, bref. Mais bah du coup, non, mais on va pas parler du 28 non plus, mais en 10 moi, bon bah, tout le monde le sait, je pense un secret pour personne, je suis amoureux de Tyrese Maxey, donc forcément... Oui, tout à fait. Et donc moi, je serais très partant pour le prendre. Après, et c'est la question que je voulais poser à Alan, même si on en a parlé un peu tous les deux, Pierre. Moi, je serais vraiment dans l'optique de partir, surtout avec Shai au poste 2, dans l'optique de partir sur un meneur créateur pour les autres. Et du coup, je pense que, Alan, si je te demande quels sont les meilleurs meneurs créateurs de cette draft, bon bah forcément, t'as la Melo Ball, mais dans ce range un peu entre 10 et 15, de joueurs qui sont projetés dans ce range-là, quels sont les meilleurs créateurs en fait? Meilleur créateur sur pick and roll, Killian Hayes et Tyrell Terry. Meilleur créateur en transition à Liberton, je pense. Et Kira Lewis. Excellent en transition. Et tu penses pas que Maxey, du fait de sa saison à Kentucky et du fait du système Kentucky qui a rien à voir avec le système NBA, peut pas lui se muter un peu plus en meneur organisateur? Si, c'est possible. C'est l'article que j'ai préféré écrire cette année en fait. Sur ça, parce que je m'étais fait avoir sur Jamal Murray, je m'étais fait avoir sur Devin Booker, je m'étais fait avoir sur Tyler Hero. J'ai pas envie de me faire avoir encore, donc j'ai comparé en fait les utilisations. Même sur Shai, hein. Shai c'était différent parce qu'en fait Shai, sur les outils statistiques, Calipari avait donné toute la création à Shai à partir de la mi-saison en fait. Shai avait pris en main l'équipe en tant que premier porteur de balle. Là où les 4 autres, dont Maxey, étaient deuxième voire troisième porteur de balle de l'équipe, surtout pour Maxey et Tyler Hero l'année dernière. Et en fait, j'ai regardé les outils statistiques, les comparaisons. Maxey est un moins bon shooter que les 3. Les 3 autres, de toute façon, en shoot, c'est des énormes shooters. Par contre, en termes de ratio, perte de balle, passe décisive, création en transition, Maxey avait des meilleures statistiques que les 3 autres. Tous aussi, c'est celui qui allait le plus sur la ligne. Donc,
En fait, moi, voilà, je suis très haut sur Tyrese Maxey, très très haut. Je l'ai dans mon top 5 dans la draft. C'est un risque que je prends. J'aurais peut-être tort, peut-être raison. Mais je pense que, bon, il jouait dans un line-up à 3 meneurs l'année dernière. Ça va vous rappeler quelque chose, je pense. Et puis, plus pour très longtemps. Hein. Et puis voilà, il a bien fonctionné. Il a montré des flashs de tir en sortie de dribble, plutôt des bonnes décisions quand je lui ai demandé. Il a pas joué beaucoup de pick and roll, vraiment pas. Mais en même temps, je rappelle que Tyler Hero a joué 18 possessions de taille de pick and roll dans son année avec Kentucky. Ouais. Et il en a joué autant en un match de finale NBA, je pense. Exactement, tu vois. Et en playoff, avec la seconde unité de Miami, il a torpillé tout le monde en pick and roll. Donc, je dis pas que Tyrese Maxey a les qualités, je pense que c'est un moins bon genre de pick and roll que Tyler Hero, mais je pense qu'il peut être utilisé bien différemment que Calipari l'a fait. Et puis même au niveau, tu regardes ses pourcentages de lancer ou genre sa mécanique de tir, c'est pas la plus inquiétante. On est très confiant sur sa capacité à tirer. Plus de 82% lancé franc. Bon, voilà. C'est vraiment encourageant. Donc voilà, si on est en 10, moi pour le coup, t'as un trio vraiment Maxey, Kira Lewis et Terry, parce que je pense qu'Haliburton et Hayes seront partis. Si on est si on arrive à récupérer le pick 10, moi je serais vraiment très partant pour drafter un de ces trois-là. Même si je suis un peu moins chaud sur Terry parce qu'il est vraiment petit, il est vraiment maigre. Ok, je pense qu'on va conclure là, on a été assez complet alors que la news de Schroeder s'officialise et qu'on vous parle plus de Danny Green, d'ailleurs c'est assez bizarre. Donc il y a peut-être une troisième... ça va rajouter Kai Kuzma. Il y a peut-être une troisième équipe ou autre chose, mais ça paraît par contre très officiel pour Schroeder. Merci Constant, et surtout merci à toi Alan d'être venu nous rejoindre pour ce podcast. Vous travaillez toute l'année avec Envergure sur la draft, c'est votre moment de gloire, donc allez suivre Envergure là jusqu'à la draft qui arrive, si vous n'êtes pas renseigné, si tout ce qu'il y a à savoir c'est chez eux, les scootings, tout. Pour la nuit de la draft, là je fais vos petites pubs, il y aura un membre de chez vous présent sur Beansport, un membre, et notamment toi et d'autres membres présents sur le plateau de First Team aussi, chez lesquels vous faites pas mal de profils. Donc si vous voulez suivre en plus des images de la draft, avoir une petite analyse supplémentaire, branchez-vous c'est sur Twitch de First Team. C'est ça. Pour voir Alan commenter en direct les choix, tout jusqu'au bout de la nuit. C'est ça. Pour voir Alan se décomposer quand Maxey sera encore disponible en 17. Ouais. Et pour Boston n'aura pas pris en 14. Et regardez bien ses réactions sur les choix de Boston. Voilà, c'est exactement ça. Regardez bien les réactions, voir comment il est, parce que ça peut être assez drôle le connaissant. Donc on espère ce podcast vous a plu. On sera nous aussi un petit peu en direct pendant la draft, notamment sur le premier tour. On mettra quelques tweets. On risque d'être très actifs avec les semaines qui arrivent et les news qui arrivent même pendant qu'on enregistre du coup. Donc merci à tous de nous suivre. Tout est à retrouver sur notre site, sur Ocha, notre plateforme de podcast, avec tous les liens que vous avez. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter ou à dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on dit dans le podcast. Et à bientôt, salut. Salut.